nationalité et qui ne que lorsqu'on dit Côte d'Ivoire, nationalité, ivoirité, on est sur un terrain glissant. Mais il faut bien savoir que si à l'enregistrement, à la naissance, vous avez des dysfonctionnements, plus tard, quand il s'agit d'établir des cartes nationales d'identité, ces dysfonctionnements germent et le jour où il faut établir des cartes d'électeurs, ces dysfonctionnements deviennent de sérieux problèmes. Quand il faut élaborer des listes électorales, c'est dangereux et quand il faut voter, c'est catastrophique. Donc, tant qu'en Afrique, on n'aura pas un système d'état civil informatisé, sécurisé, dites comme vous voulez, mais normalisé, et qui permet une fois pour toutes de donner aux individus les éléments de leur nationalité et ensuite la reconduction de ces éléments lors des inscriptions sur l'électoral, lors des inscriptions à l'université ou que sais-je encore, les concours administratifs, tant que vous n'aurez pas réglé ce problème-là, vous aurez toujours des suspicions, des doutes avérés et donc des possibilités de contestation. Le deuxième élément sur lequel je veux terminer pour ne pas être trop long là maintenant, c'est de considérer qu'il y a, et malheureusement encore toujours, et là alors est-ce que c'est parce qu'on est en Afrique, le professeur Messangani nous le dira, est-ce que c'est parce que le centralisme autoritaire n'a pas réussi à rassembler de façon cohérente dans le cadre d'un contrat social équilibré les uns et les autres, tous les individus, toutes les citoyennetés? On est aujourd'hui encore et toujours dans des affiliations ethniques, ethno-tribales, et on choisit de préférence d'abord celui de chez soi, avant éventuellement de voir si l'autre a quelque chose d'intéressant à nous dire. Et on a bien remarqué qu'Alpha Condé a fait le plein en moyenne Guinée, oui, puisque lui est en Haute-Guinée, puisqu'il est autour de Cancan et de Farana. La moyenne Guinée, je la connais un peu mieux, c'est celle de... J'ai vécu parce que j'ai travaillé à Mamou pendant un an, qui est effectivement le fief de Diallo. Et donc là aussi, on a vu comment ces crispations identitaires persistent. Du côté de la Côte d'Ivoire, on va en rediscuter, mais ça a joué énormément en faveur de Ouattara. Tout à fait. Alors, professeur Messanga, il y a toujours ces clivages tribaux et ethniques qui restent de mise. C'est le cas en Guinée aujourd'hui. On voit quand même cette césure, cette grande césure entre le président Condé et puis Cellou Dalein Diallo, qui lui, on sait, de la grande aire géographique Peul. Oui, comme on dit, effectivement. Vous voyez, d'entrée de jeu, j'ai posé un problème que nous n'allons pas éviter tout au long de ce débat. Celui des enjeux de la construction de l'État en Afrique. Tout à fait. Vous savez, l'État africain postcolonial affiche des postures assez difficiles à interpréter. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé en Guinée, il y a 4 similitudes. La première similitude est clairement établie, et nous l'avons dit, ce sont des pays qui n'ont pas été épargnés de régime militaire. Il ne faut pas oublier que, de manière globale, entre 1960, et là j'ai pour référence l'excellent ouvrage de Madame Dominique Bangoura, intitulé « Les armées africaines », publié aux éditions d'Hicham, elle nous démontre qu'entre 1960 et 2010, il y a eu à peu près 450 coups d'État et tentatives de coups d'État en Afrique. Vous voyez qu'un pays comme le Cameroun n'a pas été épargné avec sa tentative de coup d'État d'avril 1984. Et vous voyez que ce qui caractérise les systèmes politiques africains. Ceux qui nous écoutent peuvent regarder un calendrier. Pour ceux qui ont de bons yeux, ils vont se rendre très vite compte que entre 1960 et 1990, 80% des régimes militaires, des régimes politiques africains étaient des régimes militaires. Effectifs, suivez-moi bien, effectifs ou alors transformés. Un régime militaire effectif, c'est que je suis militaire, je prends le pouvoir et je gouverne avec les militaires. Un régime militaire transformé, je suis militaire, mais je gouverne avec les civils et les militaires. Et vous prenez cette carte, vous verrez qu'entre 1960 et 2010, l'Afrique était engluée dans les coups d'État. Première similitude. Deuxième similitude entre les deux pays, ce sont les opposants au régime. Il faut le dire. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez le cas de M. Ouattara, qui a été dans une opposition constructive ou pas. Toujours est-il qu'il était opposé à un moment donné à M. Gbagbo. Vous avez le même cas en Guinée, où M. Alpha Condé est le produit d'une opposition qui a duré 40 ans et qui a aussi connu la prison. Troisième similitude,
Oui. Et vous allez voir que je tombe alors sur cette fameuse question ethnique qui divise et qui a souvent tendance à donner l'impression que les Africains sont confinés dans ce que Ernest Renan en son temps appelait l'ethnicité, c'est-à-dire que englué dans la multinationalité. Oui. Et vous avez vu que ce soit en Guinée ou encore en Côte d'Ivoire, la singularité de ces deux pays est liée au fait que les musulmans qui sont à la fois en Côte d'Ivoire et les chrétiens, ou encore les musulmans qui sont essentiellement en Côte d'Ivoire, en Guinée, 90% de la population, chacun a voté d'abord pour son ethnie. Et puis enfin, quatrième similitude, et c'est celle qui nous amène à mener une réflexion assez profonde sur la réalité de l'État africain postcolonial, c'est la contestation systématique des élections. Voyez-vous qu'à un moment donné, lorsque M. Alpha Condé, qui expérimente aujourd'hui le pouvoir, il était dans les affaires, et contestait tout le temps les élections, on peut faire une similitude avec un pays comme le Cameroun qui est stable parce que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État un monsieur ouvert et un démocrate comme Paul Biya. Mais oui, professeur, on voit bien que... Mais professeur, pourquoi cette contestation? Où est le problème? Mais la contestation est d'abord une culture des oppositions africaines. Elle n'accepte pas les résultats. Mais écoutez, vous avez le cas de M. Condé qui contestait systématiquement les élections. Aujourd'hui qu'il expérimente l'exercice de pouvoir, il se rend compte que l'exercice de pouvoir n'a rien à voir avec l'opposition. Vous suivez mon regard. Vous voyez à qui je pense au Cameroun. Le SDF, d'accord, l'UDC, et tous ces opposants qui ne pensent qu'à une chose, remplacer Paul Biya sans peut-être passer par les élections, ou passer... Ils veulent faire des coups d'État. Vous dites qu'ils veulent faire des coups d'État? La contestation, elle-même, par moment, lorsqu'elle n'est pas justifiée, effectivement, peut aboutir à une insurrection qui peut renverser un régime politique. Bien. Quand vous voyez aujourd'hui M. Ouattara, qui est aux affaires, vous avez aussi la preuve que, même si c'est longtemps battu, parce que les deux pays aussi ont une cinquième caractéristique, ils ont été à un moment donné pratiquement tous en guerre, mais je voulais relever enfin, et jeter là-dessus, un cadre très positif, qui peut inspirer le Cameroun, qui parle au Cameroun. Comment comprendre que la Guinée, aussi bien que la Côte d'Ivoire, pays en guerre, soit aujourd'hui à une croissance, parlant de la Côte d'Ivoire, qui avoisine les deux chiffres, elle est de 9%. Les réalisations elles sont là. On a aussi la preuve, à travers ces pays, qu'on peut être élu si, à côté, on a des projets. M. Ouattara a inauguré 3 ponts. M. Ouattara a inauguré les autoroutes. C'est dit quelque part, ici je pense à M. Rosa-Vallon, qui dit qu'aujourd'hui... Pierre Rosa-Vallon. Pierre Rosa-Vallon, il pense qu'avec ces exemples, les démocraties ne reposent plus tout simplement sur l'élection de quelqu'un qui exerce un pouvoir pour un temps donné. Les nouvelles formes de démocratie, c'est aujourd'hui la réalisation des projets qui ont incité l'élu à accéder au pouvoir. Avec Ouattara, on voit bien que sa priorité a été économique. Bien sûr. Oui. On vous suit là-dessus, professeur Messanga. Mais alors, je vois Stéphane Akoa qui est un peu dubitatif après ce développement. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour nous congratuler. Alors, l'opposition qui conteste toujours les résultats. Les téléspectateurs. Voilà, l'opposition qui conteste tous les résultats en Afrique, est-ce que c'est pour rien? Est-ce qu'elle conteste pour le plaisir de contester? Elle conteste pour le plaisir de contester? Charlemagne et moi, on a eu à peu près la même formation, je suppose. Et on a tous... Et il faut aussi dire que nous sommes des amis d'enfance depuis l'âge de 8 ans. Oui, il aime à rappeler qu'on a joué au football à une époque, on était moins enrobés qu'aujourd'hui. Il était très bon avant ça. C'était à une autre époque. On avait quelques kilos en moins. Voilà. Et maintenant, vous avez aussi certaines divergences sur... Nous avons des oppositions analytiques parce que lui, il est opposant au régime. Il n'aime pas le RDC. Et le régime que je soutiens, moi, je suis un homme
qui soutient le pouvoir. Ah voilà, ah voilà. C'est normal. Je laisse au professeur la responsabilité de ses propos pour souligner donc que dans nos formations respectives, nous avons eu des cours de droit et institutions politiques comparées. Donc où il s'agissait effectivement de mettre des régimes en comparaison et d'évaluer les points de ressemblance, voire les points de divergence ou de différence, bref, ce qui pouvait permettre justement d'évaluer les systèmes en les mettant sur une table comme dans un laboratoire et scientifiquement, systématiquement décortiquer leur fonctionnement, leur logique, les catégories d'intérêt qui s'y retrouvent. Mais quand on fait cela, et quand on veut effectivement amener la discussion sur le cas camerounais, on doit bien se réserver d'une chose. Les deux élections présidentielles que nous venons de vivre à distance, c'est vrai, mais que nous avons vécu émotionnellement, il ne faut pas le négliger. On rappelle que la crise ivoirienne, il y a 5 ans, a passionné les Camerounais pratiquement plus que les Ivoiriens eux-mêmes. On ne doit pas oublier que dans ces pays-là, l'élection présidentielle se joue à 2 tours. Voilà. Donc il y a plusieurs enjeux, dont des enjeux réellement politiques. C'est-à-dire qu'on le sait, une élection à 2 tours, il y a un premier tour où on discrimine et un deuxième tour où on fait un choix. Et donc à ce moment-là, quand on doit comparer les systèmes, on doit bien comprendre que les acteurs politiques dans ces pays-là ont à la fois l'obligation, évidemment, d'être le meilleur que leurs rivaux, leurs adversaires, l'emporter dans une compétition comme partout ailleurs, mais avec le challenge, au deuxième tour, de rassembler. Parce que l'électeur va se retrouver dorénavant avec 2 possibilités, et il faut que chacune des 2 possibilités récupère l'essentiel des voix de son camp, ceux qui ont voté pour lui au premier tour, mais aussi élargisse son électorat à d'autres qui sont plus timides, plus timorés, mais qu'il faut savoir séduire et ramener à soi. Et là, on doit bien considérer que les 2 aujourd'hui élus en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire ont réussi le pari de la victoire au bout d'un seul tour. C'est-à-dire qu'ils ont, je pense, largement convaincu au-delà de leur camp respectif. Il y a 5 ans, à Conakry, Alpha Condé était à 18% au premier tour. Il a fallu, je le répète, 4 mois avant qu'un deuxième tour soit organisé. Aujourd'hui, au Lama, il emporte avec quasiment 58% dès le premier tour. L'an dernier, il y a 5 ans, on se souvient, l'élection en Côte d'Ivoire avait été violemment disputée et il y avait eu beaucoup de discussions sur le comptage des voix et des éléments. Aujourd'hui, c'est un quasi-plébiscite qui reconduit M. Ouattara à la tête de l'État ivoirien. Ce n'est pas comparable avec nos situations où nous n'avons qu'un seul tour pour choisir, où il n'est pas possible, peut-être dans un cas du premier tour, de dire on aimerait bien qu'un, mais dans le au deuxième tour d'être beaucoup plus réaliste. On est malheureusement prisonnier par notre système, nos institutions, notre constitution, à ne faire qu'une chose, soit refuser, soit accepter, soit se soumettre, soit se démettre. Et je ne sais pas si c'est véritablement ou particulièrement très démocratique. Mais effectivement, si, et je rejoins. C'est démocratique. Démocratique. Mais est-ce qu'il y a l'avis du peuple là-dessus? On a consulté le peuple camerounais pour qu'il dise qu'il a besoin d'une élection en tour. Ça y est, on l'a consulté. Je laisse Stéphane répondre. Oui, moi, je dis que c'est démocratique. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Vous savez, et Stéphane est pertinent lorsqu'il convoque les institutions comparées. Oui. Il faut avouer que dans les systèmes politiques comparés, vous avez des États qui ont des institutions souples et d'autres qui ont des institutions rigides. D'ailleurs, nos étudiants ou les jeunes chercheurs qui nous écoutent savent que le sacro-saint principe de constitution souple et rigide est au fait même de l'analyse des systèmes politiques. Et il fait bien de l'évoquer. Vous avez l'une des plus grandes démocraties du monde, les États-Unis, l'élection est en un tour. Je crois que le Cameroun est englué dans un système mixte. N'oubliez pas historiquement que nous avons à la fois été colonisés après la défaite de l'Allemagne par les Anglais et par les Français. Et nous sommes confrontés ici à la fois au common law et puis à l'influence également du droit constitutionnel français. Bon, à ce titre, le Cameroun a opéré un choix qu'on peut sociopolitiquement interpréter. Vous savez, le Cameroun compte à peu près, si je m'en tiens aux chiffres des analystes ou du Fonds des Nations Unies sur la population, il compte à peu près 300 ethnies. À partir de là, le législateur camerounais, et je partage totalement ce point de vue, adopté par le président Paul Biya, a estimé que dans le contexte singulier, je dis bien singulier, qui est le nôtre,
le premier tour, une élection à 2 tours, serait plutôt liée à une ethnisation de l'élection. Parce que on le voit bien. D'ailleurs, regardez la cartographie des partis politiques chez nous. Hormis un parti comme le RDPC, qui est d'ailleurs le mien, je suis très fier d'y être. Vous verrez que si vous me laissez terminer, vous allez mieux me comprendre. Oui. Vous verrez que tous les partis politiques à ce jour au Cameroun sont régionalisés. L'UDC, c'est le NUN, l'UNDP, c'est le Nord, je ne sais pas moi, le SIF, c'est la zone anglophone, etc. Alors vous imaginez bien que les leaders centraux de ces partis n'existent que parce qu'ils ont des fiefs localisés. Prenez le cas de M. Ndamdouya, j'irai même plus loin. Lorsque le président Poupoulia met fin au cumul des mandats, il est maire et député, mais quand on demande d'imploser les fonctions de maire et de député, il devient maire et sa femme est députée. Donc c'est dire que ce système est favorable à notre politique, à notre vision de l'intégration. Donc il n'y aura jamais de deuxième tour, professeur Msanga. Il n'y aura jamais de deuxième tour à l'élection présidentielle au Cameroun. Moi je vous parle comme un universitaire. Oui, tout à fait. Je ne vous parle pas comme au quartier. Oui. Je ne viens pas vous dire qu'il n'y aura jamais, je vous dis techniquement que le modèle camerounais actuel privilégie la cohésion sociale, la cohésion ethnique, contrairement au modèle où, quand vous voyez un pays comme la Côte d'Ivoire, elle est fondamentalement divisée entre les Diola, qui sont pratiquement musulmans, opposés au reste du pays. Bon, vous voyez que la configuration ethnique n'est pas la même. Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez d'un côté les peuples, puis les autres. Donc moi je comprends bien qu'au Cameroun, jusqu'alors, le législateur privilégie effectivement une démocratie intégrée. Et non une démocratie intégrée au forceps, dirait certains. Non, intégrée et non exclusive. En opposition à la démocratie exclusive qui voudrait que les partis politiques émergent sur la base de l'ethnie. Mais dans le cas du Congo-Brazzaville, alors, ce n'est pas la même configuration. Là, dans le cas du Congo-Brazzaville... Oui, on a quand même Sassou qui est très très vomi là. On dit il est du Nord, il est Mboshi. Nous pouvons revenir sur le cas du Congo. Oui. Vous verrez qu'au Congo, d'ailleurs de mémoire, le Congo, comme les 2 autres pays, ont une culture de coup d'État. Je voudrais techniquement vous rappeler que sur les 80% des États africains englués dans des régimes militaires ou transformés, le Cameroun est l'un des rares pays qui, malgré la tentative de coup d'État, n'a pas connu un régime militaire. Il est clair que les enjeux de reconstruction de l'État dans ces pays sont aussi bien différents sur le plan institutionnel que sur le plan psychologique. Voyez-vous, M. Sassou était militaire. Il fut putschiste. Et bien avant lui, on a connu bien d'autres militaires, notamment Marien Gwabi, on peut encore en citer, qui étaient également militaires. Et vous verrez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans sa configuration socio-anthropologique, est également partagée entre un Nord minoritaire, et d'ailleurs, c'est qui a été à l'origine du conflit congolais, je parle du Congo, et de l'autre côté, un Sud majoritaire qui, dans le jeu politique, puisqu'il s'agit du jeu politique, ne peut pas inciter à une démocratie, je dirais, à un seul tour, je dirais à un seul tour, tout simplement parce que les 2 grandes ethnies, le Sud et le Nord du Congo, dans le binôme ethnique ici indiqué, peuvent facilement négocier, contrairement à un Cameroun qui compte près de 200 ethnies, où effectivement la négociation est... je constate que Stéphane Akwa ne partage pas... Mais c'est normal, il n'est pas pour nous. Oui, il est contre vous alors. Non, je dis qu'il n'est pas pour ce régime. Oui, il est contre le régime. C'est-à-dire que n'oubliez pas que... Comme le journalisme, le politologue a sa sensibilité, mais vous voyez que chaque fois nous sommes d'accord sur le fond. Maintenant les interprétations, prenez un texte de droit, donnez-le à 4 juristes, chacun peut vous donner son interprétation. C'est pourquoi devant les tribunaux, vous avez souvent ce qu'on appelle le débat contradictoire. C'est tout à fait normal. Sinon je serais seul sur ce plan. Absolument. Alors Stéphane Akwa, votre réaction sur le développement du professeur Msanga Nyamding, le deuxième tour n'est pas très justifié au Cameroun, alors qu'ailleurs on le voit quand même parfois à côté du Cameroun. Je me souviens d'un Charlemagne dribbleur et je constate que même enveloppé, il est devenu particulièrement doué en dribble. Tout simplement
les États-Unis, un seul tour, système bipartisan. Vous n'avez que 2 partis majeurs et vous avez des primaires pour déblayer le terrain. Donc, au cours des primaires, qui sont une sorte de premier tour déguisé, des candidats dans l'intérieur de chaque camp se disputent pour finalement n'en garder que 2. Et donc, vous n'avez besoin que d'un tour, techniquement, pour départager ces 2-là. Avec aussi des compositions socio-ethniques qui sont complexes, parce qu'aujourd'hui, vous avez aux États-Unis, vous le savez, un ticket. Et quand le président est conservateur côte Est, il s'associe avec un vice-président côte Ouest plus ouvert, plus libéral, quels que soient les tandems que vous composez du côté démocrate ou du côté républicain. Par ailleurs, on nous dit nous sommes héritiers d'une culture constitutionnelle franco-philo, je ne sais pas quoi, qui nous a embêtés beaucoup et qui, paraît-il, fait de la post-colonie un mal absolu. Mais la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, pardon, la Côte d'Ivoire, le Congo sont tous des petits-enfants de la France. Alors certains sont turbulents. La Guinée, on le souvient, avec le coup de gueule de Sékou Touré, mais pas seulement. Et donc pourquoi eux, enfants, petits-enfants de la France-Afrique même pour certains, Sassou Nguesso en est un des éléments majeurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Pourquoi eux ont réussi à évoluer vers des modèles à la fois en termes de jeux politiques à 2 tours et de complexification des alliances, de jeux d'alliances, etc., de rassemblement au-delà des clivages. Pourquoi, finalement, Sassou Nguesso accepte de passer par la voie référendaire pour soumettre son projet de réforme de constitution, alors qu'il est juste à 1 heure d'avion de Yaoundé, et qu'on pourrait aussi croire que les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Donc je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas non plus aussi une chose, c'est que finalement, ce qui est en jeu, c'est la question des performances. Et aujourd'hui, on doit estimer que les 2 présidents désormais élus ou réélus à Conakry et à Abidjan sont là aussi parce qu'ils peuvent dire à leurs électeurs, dire à leurs concitoyens, voilà ce que nous avons fait. Vous nous avez fait confiance il y a 5 ans. On a bataillé, ce n'a pas été évident. En Guinée, il y a eu Ebola, c'est quand même plus de 500 millions de dollars de perdus pour le PIB et 2500 morts. Alors je devrais commencer par les morts avant de parler d'argent, mais c'est quand même une sacrée saignée pour ce pays, dont d'ailleurs le taux de croissance a chuté en conséquence. En Côte d'Ivoire, malgré la guerre, malgré la partition, ce pays est redevenu le premier producteur mondial de cacao, 35% de part de marché, ce n'est pas négligeable et pourtant c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et Charlemagne le soulignait tout à l'heure, des constructions, des infrastructures qui progressent, etc., un niveau d'équipement qui s'améliore. Donc je crois aujourd'hui que si on peut jouer sur les côtés ou les dimensions sociales, sociologiques, socio-ethniques qui, partout en Afrique, y compris dans l'Afrique francophone que nous négligeons, font aussi partie des éléments que l'analyste en politique doit considérer, il n'empêche que dans le cas ivoirien et dans le cas guinéen, les résultats, les performances ont été déterminantes. Par ailleurs, et je souligne la rupture nord-sud, parce que là aussi, Charlemagne nous dit c'est compliqué, il y a un nord, il y a un sud, il y a 300 ethnies. La plupart des pays d'Afrique ont plus de 2 ethnies, à l'exception détestable du Rwanda, qui malheureusement, comme il n'y en a que 2, a connu le drame que l'on connaît. Mais partout ailleurs, il y a une multiplication d'ethnies, parfois même aujourd'hui, avec les circulations de réfugiés, les déplacements de population, les configurations sociologiques évoluent, et elles évoluent aussi dans le sens de revendication, parce que des groupes qui s'installent au bout de 10, 15, 20, 30 années décident qu'ils ont un droit au... On a vu l'ex-Zaïre, les Banyamulenge. Exactement, par exemple. Depuis, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un quart de la population de migrants, de gens installés depuis très longtemps, mais qui parfois, aux yeux de ceux qui étaient là un peu avant eux, ne sont pas toujours des nationaux. Et cette relation entre un nord et un sud, entre une partie musulmane et une partie chrétienne, on la connaît partout. Partout. En Côte d'Ivoire, on le sait, et on se souvient, hélas, de ce qui est arrivé à M. Ouattara à l'époque. En Guinée-Conakry, je vous le rappelle, Dadis Camara est de Guinée forestienne, Zérékoré, enfin à côté de Zérékoré, il est donc en Guinée chrétienne, majoritairement chrétienne, alors que la haute et la moyenne Guinée sont musulmanes, la moyenne Guinée étant plus orientée vers un tropisme peul, poulard, et donc organisée autour de ces références-là. Et donc il y a partout ces clivages-là, que chez nous d'ailleurs, on estime nécessaire pour définir ce que certains appellent un axe nord-sud. Donc pourquoi ça deviendra un problème
à certains moments et à certains endroits, et pourquoi parfois à d'autres moments, pour les mêmes éléments, avec les mêmes facteurs, les mês paramètres, on décide que non, tout va bien et ce n'est pas un problème. Professeur Moussanga Yamdi, vous dites je pense que les propos de Stéphane sont d'une pertinence recommandable. Mais à cela, il faut quand même ajouter des éléments décisifs, des choix institutionnels. Vous voyez qu'il n'a pas ici évoqué notre historicité, où un pays comme le Cameroun a d'abord été colonisé par les Allemands. Nous avons subi effectivement une colonisation allemande avant d'être sous mandat et sous tutelle franco-britannique. Et je mets au défi mon cher ami et mon brillant collègue, d'ailleurs Stéphane Akwa, de me démontrer qu'il y a un seul pays en Afrique qui a un bloc anglophone qui peut se constituer en bloc politique. En quoi c'est un problème? Je ne comprends pas. Écoutez, c'est un problème parce que, au-delà de l'ethnicité, je tente de montrer ici institutionnellement qu'il y a même un bloc anglophone sécessionniste. Donc vous comprenez que les déterminants et les principaux référents de construction de l'État, parce que je reste toujours dans les préoccupations constitutionnelles d'ailleurs, où le souci de cohésion nationale est toujours mis en avant dans la mise en œuvre des institutions qu'un État se dote. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en France, c'est aussi valable en Afrique. Bon, à partir de là, il faut donc intégrer ces éléments objectifs qui tendent à montrer que la singularité camerounaise est là, parce qu'à la fois d'ailleurs, vous verrez du point de vue des relations internationales, le Cameroun, contrairement à certains pays, prenons le cas de tous ces pays qu'il a cités, et d'ailleurs je crois que c'est l'unique cas en Afrique, appartient à la fois à deux communautés culturelles dans le monde. Nous sommes membres du Commonwealth. Moi je mets au défi Stéphane Akwa de me dire qu'il y a encore un autre pays membre du Commonwealth. Cela ne nous laisse terminer. Et puis à côté, nous sommes aussi membres de la francophonie. Donc à partir de là, lorsqu'il y a évolution constitutionnelle, appelons ça ainsi, ou encore transition démocratique en Afrique, mais il y a d'autres éléments qui interviennent. J'ai également montré, je crois, avant et d'entrée de jeu, que le Cameroun, dans son contexte et dans sa dévolution de pouvoir, les présidents qui ne sont arrivés au pouvoir par la force. Il faut comprendre qu'à partir de là, nous avons un modèle expérimenté qui fait ses preuves en Afrique, puisque sur la scène internationale, nous sommes quand même reconnus comme l'un des pays les plus stables d'Afrique. Et ce n'est pas par hasard. Mais ils ne sont pas arrivés. Lui qui joue au football avec moi, est-ce qu'on changeait une équipe qui gagnait? Voilà. Donc, à partir du moment où, je termine là, le Cameroun est apparu comme un État, un modèle de stabilité en Afrique, il faut aussi parfois dire que, d'abord, l'acte de révision constitutionnelle n'est pas un acte anticonstitutionnel. Je vous renvoie à l'article 67 qui tend à montrer que les voies opposées à la révision constitutionnelle sont soit les voies référendaires, soit la voie parlementaire. Et comme Stéphane est un brillant politologue que je ne connais pas et je le connais très rattaché à la science, il ne peut pas un seul instant remettre en cause la voie parlementaire. Le Parlement étant le peuple. Oui, mais elle souffre au moins d'une chose. Elle souffre de quoi? De son manque, de son peu de légitimité. Comment vous l'évaluez lorsque, par exemple, le RDPC est parti majoritaire à l'Assemblée? Et pourquoi la légitimité en matière d'étatique. D'ailleurs, je vais vous dire, pardonnez-moi, je ne suis pas mégalomane, il y a 20 ans, j'ai commis un article à la revue numéro 15 du LHJP, Bulletin de liaison numéro 15, intitulé « La question des légitimités de l'État en tant que forme de pouvoir en Afrique ». Sur quelle base vous légitimez l'État? Mais mais pas à l'Assemblée. Oui, mais attendez. C'est le peuple. Mais par exemple, il y a une confusion qui est faite et initiée parce qu'on a des groupes opposés à des systèmes politiques. Les sociétés civiles africaines, regardez par exemple la nôtre. Elles sont comment? Elles sont fondamentalement des oppositions cachées. Mais peut-être parce que l'opposition a été désossée par le pouvoir en place. Et qu'est-ce que vous pensez? Dit que vous, dans la presse, vous allez donc remplacer l'opposition comme vous le faites en tentant de venir au secours d'une faiblesse des personnes qui ne sont pas prêtes à gouverner. Et d'autre côté, vous allez me dire qu'il faut que moi j'admette scientifiquement que les sociétés civiles peuvent se substituer aux oppositions légalement reconnues. Mais elles peuvent contribuer à elles contribuent et jouent leur rôle de groupe social neutre. Mais qu'elles ne viennent pas s'opposer. Regardez un frère comme mon ami, il est Kamga, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui est de l'autre courant. C'est un opposant.
Prenez quelqu'un comme Stéphane Akwa. Qu'est-ce que vous mettez dans l'opposant? Qu'est-ce que vous mettez dans l'opposant, professeur Moussanga? Vous mettez quoi dans l'opposant? C'est ceux qui font la contestation systématique d'un ordre légal établi. Et ils sont dans leur rôle. Il ne faudrait pas. Mais en apportant... Mais je suis un démocrate. Écoutez, vous ne pouvez pas enseigner les sciences de l'État et être contre l'opposition. Mais je suis en train de vous dire ici qu'il faut qu'elle soit forte et crédible. Parce qu'il faut opposer deux choses. Deux déterminants. Un, le premier déterminant, la question de légitimité, l'expression populaire par le vote. Et je rejoins Stéphane, ailleurs personne n'a contesté le vote, ni au Congo. Mais ça soit quand même pris l'option d'un référendum. Ce qui n'a pas été le cas au Cameroun. Vous faites on n'a pas osé le référendum au Cameroun. Oui. Je veux encore vous dire aux téléspectateurs que c'est un choix légal qui n'est pas anticonstitutionnel. Mais écoutez, vous avez je suis d'accord. D'accord. Alors, à partir du moment où le choix légal n'est pas est-ce que la révision constitutionnelle au Cameroun était anticonstitutionnelle? On ne l'a pas dit. Alors, mais vous semblez le dire. De manière implicite. Je ne l'ai pas parce dit. que vous vous étonnez parce que le choix opéré jusqu'ici est un choix qui ressemble un peu lorsque le Cameroun est longtemps resté dans le parti unique. Or, à l'époque, lorsque vous lisiez l'article 3 de notre Constitution, je cite, les partis et formations politiques contribuent à l'expression du suffrage. Alors, qu'est-ce qui légitimait le parti unique? Il y avait un tout petit alinéa qui mentionnait conformément aux lois. Et en 1990, lorsque l'Assemblée a voulu qu'il y ait le pluralisme politique, même si je n'exclus pas les pressions qui sont venues d'Europe de l'Est, les pressions occidentales, et puis bien entendu la bonne, reconnaissons quand même que dans l'évolution institutionnelle du Cameroun, il y a eu une constitution, celle du 18 janvier 1996, même si je reconnais aussi, tout de suite je le dis d'entrée de jeu, même si elle reste assez imparfaite, parce qu'on peut quand même s'étonner que 20 ans après, elle ne soit pas mise en œuvre. Mais reconnaissons que l'acte constitutionnel qui a incité à la révision n'est pas anticonstitutionnel. Tout à fait. Alors Stéphane Akwa, vous réagissez à ce long développement du professeur Moussanga parce que vous ne vous entendez pas. Pourquoi vous ajoutez long? Ah ben vous dites excellent au développement du professeur Moussanga. Bien sûr, vous voulez qu'il soit... Il est donc excellent, professeur. Vous l'avez... Stéphane Akwa. Mon job n'est pas de réagir à ce que dit Charlemagne. Ce n'est pas lui qui mène et les autres qui doivent réagir. Surtout que dans ce qu'il dit, il y a beaucoup d'éléments qui malheureusement sont un peu en contradiction les uns par rapport aux autres. Parce qu'on ne peut pas commencer un développement en expliquant que nous avons un mal originel qui est celui d'être né de la France et d'une relation particulièrement compliquée, voire incestueuse, entre intérêts au sommet, et qu'aujourd'hui on traîne ce problème-là, et puis à un moment donné introduire la question anglophone en faisant encore un autre problème. Il faudrait savoir, soit on a des problèmes, soit on n'en a pas, soit on n'en a qu'un, et on sait comment le traiter. C'est à mon sens beaucoup plus clair. Nous en avons plusieurs. Et bon, par ailleurs, et je crois que la question n'est pas de développer beaucoup d'affirmations sur ce qui se passe au Cameroun. Nous devons discuter aujourd'hui. Nous devons discuter aujourd'hui du Congo-Brazzaville, de Guinée-Conakry, que j'appelle sans cesse Guinée équatoriale, et de Côte d'Ivoire. Pas du tout très et donc, les Camerounais veulent voir. Et donc, je pense que ce que ces pays-là ont vécu me semble à la fois stimulant pour l'intellect et peut-être, oui, si Charlemagne y tient, inquiétant, parce que pour moi, je pense que c'est inquiétant pour nos réalités. Stimulant pour l'intellect, c'est quoi? Ça veut dire que ces pays qui ont connu des guerres, qui ont connu des coups d'État, eux, effectivement, ont connu des coups d'État qui ont réussi, en tout cas qui ont permis l'installation de régimes militaires, parce que Sassou Nguesso, l'oubli, était militaire, il a été longtemps colonel d'ailleurs, et maintenant il a de beaux costumes, mais il a été longtemps militaire, il en était fier, d'ailleurs dans un système marxisant à l'époque. La Côte d'Ivoire a connu l'épisode gay, puis les troubles ensuite de la partition avec notamment les rébellions menées par Guillaume Soro. Et quand on dit à quoi faut-il s'attendre et de quoi l'avenir de la Côte d'Ivoire sera fait, j'espère qu'on aura le temps de parler de ces hypothèses-là. Oui, et puis il faudra aussi il faudrait effectivement ne pas oublier ce qui s'est passé en Guinée-Conakry notamment. Mais ces pays-là, finalement, en 50 ans, ont connu des changements. Et aujourd'hui, on a une habitude du changement. Je ne dirais peut-être pas de l'alternance au sens démocratique voire républicain du terme, mais ne sont pas restés figés dans un modèle unique avec simplement
un an que l'on est face au sommet de quelques bâtiments pour dire que nous avons changé de régime alors qu'on voit les mêmes, c'est juste les écharpes et la couleur des sigles qui changent. Alors que l'idéologie et surtout le moteur politique reste le même. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, ces pays-là doivent nous questionner effectivement sur ce qu'est le changement en politique en Afrique. Parce qu'on a beau faire de grands développements sur l'impossibilité de faire changer les choses, de faire bouger les choses, d'avoir une possibilité de mobilité au sommet de l'État et de mouvement dans les classes politiques, aussi bien les catégories au pouvoir que les catégories d'opposition. Aujourd'hui, on a des opposants devenus présidents en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. On a des opposants qui peut-être demain deviendront à leur tour présidents parce que on voit en Guinée déjà, c'est très proche. Au Congo, il y a des ouvertures peut-être dans ce sens-là et on verra pourquoi Sassou Nguesso tient à tout prix à faire sauter, a tenu à tout prix à faire sauter ces deux verrous-là. Et donc malheureusement, pendant que tout cela bouge, modifie leur configuration géopolitique interne et notamment le rapport au pouvoir, parce que c'est un rapport qui me semble aujourd'hui pacifié. Nous, ici, nous n'avons pas le droit de penser au changement, nous n'avons pas le droit de penser à demain, et nous devons rester le droit posé sur la couture en disant Amen. Nous, ici, et voilà. Et donc, maintenant, non, mais nous ici n'avons pas de maintenant, ouais, il veut pas répondre. S'agissant de la, il y a un intervieweur qui pose des questions. Je peux continuer s'il vous plaît. Oui, mais dites-nous, donc, il n'y a pas de gros changement. Il y a dans, je vais vous démontrer qu'il y a eu des changements. Il y a dans ces deux pays-là, Guinée et Côte d'Ivoire et aussi au Congo, je pense, des éléments qui doivent servir à l'analyse. Parmi ces éléments-là, il faut noter, et c'est assez probant dans la situation où se trouve aujourd'hui M. Sassou Nguesso, que le fait d'avoir été impliqué dans la gestion de quelques crises, et notamment d'avoir eu cette position de médiateur pour Sassou Nguesso dans la crise centrafricaine, fait de lui un élément gênant parce qu'on ne peut pas le virer comme un malpropre. Aujourd'hui, on peut discuter de ce choix de vouloir à tout prix rester président et donc de ne plus avoir de limite en termes de nombre de mandats et de limite en termes d'âge. Mais on l'a bien vu dans les réactions françaises, il y a un embarras du côté de Paris et de l'Élysée. Mais Compaoré était sur la bonne position. Exactement. Aussi, hein. On a débarqué Compaoré sans que cela parce que ce préjudice à la non, parce que Compaoré, lui, avait un sérieux problème, c'est qu'il voulait violer le peuple burkinabé tout entier en le brutalisant face à une opposition. Alors, c'est vrai que certains estiment que la société civile et les mouvements non encadrés par des formations politiques ne sont peut-être pas légitimes de leur point de vue, mais je pense que la rue a sa force et elle peut ne pas être démocratique, voire absolument pas républicaine, mais il faut savoir la gérer. Et malheureusement, M. Compaoré n'a pas su peser les éléments d'un rapport de force qui, d'ailleurs, à l'intérieur de son propre camp, avec les défections que l'on a connues pendant un an et demi avant qu'il ne soit débarqué, ces défections-là ont affaibli son poids politique. Oui. Par ailleurs, effectivement, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et je tiens à ce qu'on l'observe aussi, c'est que la force du camp Gbagbo, qui au moment des résultats discutés d'il y a 5 ans, pouvait justement faire valoir une légitimité, voire une légalité, cette force-là s'est effritée avec les années et qu'aujourd'hui, les pro-Gbagbo ne représentent qu'une tendance résiduelle. Il y a toujours des sympathisants dans la rue, il y a toujours, je pense, des Ivoiriens qui aiment le président Gbagbo, voire même son épouse plus que le président Gbagbo. Mais aujourd'hui, ce que représente le FPI, politiquement, n'a plus le même poids qu'il y a quelques années. Et avec le ralliement des oufouettistes et la force consolidée du RDR de Hassan Ouattara, on a un vrai jeu politique qui s'est redimensionné avec... Je le maintiens et je suis peut-être assez d'accord avec Charlemagne sur ce point-là, des socles ethno-tribaux qui sont détestables dans leur façon, la façon dont on les utilise, c'est vrai, mais qui savent aussi ces socles-là être ajustés ou modifiés, ou restructurés, ou repensés
par rapport notamment à des questions de choix et d'alliances politiques. Nous n'avons pas cela malheureusement ici. Alors c'est la faute à tout le monde, parce que là, contrairement à ce que certains croient, je ne pense pas être... Nous n'avons pas cette circulation dans le jeu politique. C'est ce qu'il dit. Donc nous sommes obligés, je pense que je reste un analyste objectif et je n'ai pas besoin d'être étiqueté appartenant à... Oui, vous ne vous considérez pas comme opposant? Ce n'est pas la question aujourd'hui. Oui. Je pense que ce n'est pas parce que quelqu'un est pour ou contre qu'il est moins... Qu'il est moins intelligent. Ce n'est pas parce que quelqu'un... ne trouve rien du tout. Oh non, vous êtes en train de le chahuter. Mais non, oui, mais vous êtes en train de le chahuter. Mais non, il est brillant, mais je vous dis que toute la force analytique de Stéphane, de quelques collègues politologues, du moins certains, c'est de démontrer que ce système que moi je soutiens ne vaut plus la peine. Et voilà. Il a dit il a dit, je commence par là, que nous n'avons pas eu d'évolution chez nous. Qui peut croire ça? Vous pouvez croire à ça, M. Zongo? Qu'il n'y a pas eu d'évolution institutionnelle? D'abord, sur un premier point, nous sommes passés d'un système, d'abord, ce qu'on appelle alternance institutionnelle. Parce que l'alternance, au sens étymologique du terme, c'est le changement. Hein? Et du point de vue institutionnel, lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, nous sommes passés d'un système monolithique à un système pluraliste. Au sein du RDPC? Non, au sein de l'État camerounais. Non, il y avait un seul parti. Écoutez, vous me laissez terminer. Ou vous m'avez invité comme spécialiste, ou alors je vous cède ma place de politologue. Merci, monsieur professeur Messanga. Ah voilà. Donc je vous démontre tout à fait. Il y a une alternance institutionnelle. Tout à fait. Ça veut dire qu'un seul parti, l'UNC, RDPC, puis aujourd'hui, on a une centaine de partis politiques. Nous sommes d'accord là? Tout à fait. Stéphane, vous êtes d'accord? Ça s'appelle de l'alternance institutionnelle. À partir de là, du point de vue pratique, nous avions sur le terrain, à l'époque, une Assemblée nationale monolithique. Mais regardez, lorsque vous faites un peu un bilan, parce que là nous sommes en train de faire une étude comparée, et je reviendrai effectivement sur la Côte d'Ivoire et la Guinée, ou Guinée et le Congo, et c'est ça qui fait la force lorsque vous invitez des analystes sur un plateau, vous verrez que nous sommes passés d'une Assemblée monolithique à une Assemblée pluraliste. Et si vous faites un peu un bilan, entre 1990 et 2015, nous avons eu à peu près une vingtaine de partis qui sont passés à l'Assemblée nationale. Si vous prenez un bilan à l'échelle locale, entre les conseillers municipaux et les maires, vous verrez que nous avons eu à peu près une trentaine de partis politiques qui ont des représentations à l'échelle locale, les conseillers municipaux. Si vous prenez un autre exemple, le cas de la dernière élection présidentielle, souvenez-vous, moi j'aime encore cette phrase du président Paul Biya, François Hollande, lorsqu'il disait lors de la conférence de presse, n'est pas élu qui veut, qui peut. Qui peut, c'est que à côté, M. Hollande, il est clairement établi qu'il a du mal à se faire élire. Et il est clairement établi que M. Sarkozy, qui donnait des leçons, n'a pas pu faire un deuxième mandat. Les contextes ne sont pas les mêmes. Hein, mais non, c'est important de vous rappeler que quand on va dans une élection présidentielle pluraliste, n'est pas élu qui veut. Il a eu quand même 23 concurrents. Donc à partir de là, je démontre tout simplement aux téléspectateurs qui nous écoutent ici que chez nous ça a changé. Mais Stéphane, ça a changé. Je veux qu'il Stéphane le reconnaisse. Vous n'allez pas obliger Stéphane à voir. Écoutez, c'est pour ça que je lui ai demandé qu'est-ce qui n'a pas changé par le quoi. Moi, je démontre donc que ça a changé. Alors, ramenez maintenant à la Côte d'Ivoire. Bon, voilà, revenons à la Côte d'Ivoire. On analyse l'enjeu de l'élection de Ouattara. Peut-être les uns les autres, je ne prendrai pas plus d'une minute. Dans le cas du président Ouattara, il faut dire qu'il sera confronté à de très grandes difficultés politiques. Reconnaissons une chose. D'abord, il a réussi le pari économique. Il a ramené la croissance aujourd'hui en Côte d'Ivoire à 9%. Il a surtout réussi à mettre en place et à gagner des élections parce qu'il a établi de fortes alliances. Je suis alors d'accord sur ce point avec Stéphane. Nous ne sommes que d'accord d'ailleurs lorsqu'on parle des autres, mais lorsqu'on parle de nous, nous ne sommes pas d'accord. J'aimerais que Stéphane aussi soit aussi logique lorsqu'il parle des autres que de son pays. Alors vous allez comprendre sur ce point bien précis que M. Ouattara a réussi le pari
et ça c'est une similitude aussi avec le Cameroun, du rapprochement avec certains de ses pires adversaires d'hier. N'oubliez pas que la question de l'ivoirité, c'est le président Konan Bédié. N'oubliez pas qu'à côté, même s'il y a eu le rassemblement des oufouettistes, il a quand même eu les démissions d'un Amara ici, les démissions d'un Konan Bani, et puis la démission aussi de quelqu'un qui, effectivement, on voulait voir ce qui vaut sur l'échiquier politique ivoirien, l'ancien président de l'Assemblée, M. Mamadou Coulibaly. À partir de là, il est clairement établi que si 80%, comme on l'a dit, non, c'est 54%, non, 80% des Ivoiriens, on a parlé de 80 ou 54, je crois 54. Non, ça veut revenir. 54% des Ivoiriens ont participé au vote. On se rend quand même compte que l'un des défis, et je passe au deuxième défi, de M. Ouattara, c'est de tenir compte, je dirais, des 46% des Ivoiriens silencieux. Parce que la démocratie, si vous avez 54% des 80%, il est clairement établi que, au regard de l'ordre des inscrits, vous serez confronté à gérer 46% des Ivoiriens qui sont soit contre vous, soit qui sont nôtres, soit parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Donc le défi de M. Ouattara sera, de prendre en compte les 10% que le président actuel du FPI, M. Afi Guessan, ancien Premier ministre du président Gbagbo, il doit tenir compte de ces 10% pour amorcer, je dis bien amorcer, un processus de conciliation politique qui rendrait effectivement la Côte d'Ivoire un peu plus fort. Je crois que le grand défi de M. Ouattara se trouve effectivement là, sa capacité à s'ouvrir. D'ailleurs, il y a des enjeux réels vers les partisans de Gbagbo, qui sont aussi des Ivoiriens, mais reconnaître aussi que M. Ouattara a tout simplement confirmé une victoire qui était déjà la sienne et qui était déjà légitime, et que certains voulaient délégitimer. Alors quand on arrive, quant à M. Alpha Condé, le président guinéen, il est clairement établi que le système, et ça a été le malheur à la fois du système politique ivoirien et du système politique guinéen. Vous savez, au Cameroun, parce que j'aime toujours cette approche comparée, chère à Stéphane et moi. Vous voyez, au Cameroun, rien n'obligeait le président Paul Biya, qui a eu près de 90% à la dernière élection présidentielle, à insérer ses alliés au gouvernement. Vous savez, Balladur, l'ancien Premier ministre français, a sorti un ouvrage intitulé « Le pouvoir ne se partage pas ». Paul Biya l'a contrarié. Paul Biya nous a montré que le pouvoir se partage. À partir du moment où il y a une construction réelle, inclusive du pouvoir politique... Professeur, donc on parlait en reprenant Mitterrand qui avait un coup d'État permanent. De la part du président. Non, mais ce qui est important à dire, c'est que dans les modèles étatiques ici évoqués, je parle de la Côte d'Ivoire, du Congo et de la Guinée, vous verrez une autre similitude. Ceux qui sont accédés au pouvoir ont gouverné seuls. Peut-être qu'à un moment donné, M. Sassou a fait appel au fils de M. Kolela et bien d'autres, mais vous verrez que la redistribution des cartes ne s'est pas faite de manière opérationnelle, de manière inclusive. Dernière similitude. Vous voyez aussi que, malheureusement, le Congo, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée-Conakry sont trois pays qui sont allés aux conférences nationales. Et le Cameroun. Et vous voyez que le fondement des conférences nationales, nous avons la preuve qui était censurée. C'était une mauvaise chose. Mais c'était censuré puisque tous les pays africains, je dis bien tous, mais le Bénin aussi. Hein, le Bénin aussi. Mais le Bénin a connu une progressivité constitutionnelle difficile. Il a quand même l'une des meilleures. Je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas de règle sans exception. Je crois que nous sommes ici pour analyser la phénoménologie à la fois sur le plan juridique et politique. Mais si vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Zaïre, vous prenez le Congo, vous prenez et vous prenez, vous verrez que les conférences nationales ont été des formes déguisées de coups d'État scientifiques pour que ceux qui ne peuvent pas prendre le pouvoir par leurs urnes accèdent au pouvoir par la négociation, ou peut-être qu'ils ont l'aval du peuple. Peut-être que la formule n'est peut-être pas la même, mais vous vous souvenez très bien des fameux États généraux en France, la révolution de 1789. Mais ça, ce sont les chemins de la démocratie. Quel était le motif de cette révolution que j'enseigne chaque jour à mes étudiants? Changer aussi le système. Oui, non. Changer le système. C'était d'abord
la fin de l'absolutisme royal. Absolument, nous sommes d'accord. Dans le contexte, là aussi, même si vous avez raison, oui, de reconnaître qu'on était dans les dictatures, oui, mais il y a un autre déterminant qu'il faut intégrer. Le modèle institutionnel européen est progressif. Il a connu 3 étapes où ça a toujours bougé. Première étape, antiquité gréco-romaine, oui, Platon, Aristote. oui. Et quand vous voyez cette période, elle était face parce que c'était une période de vision de l'État, de gestion de la cité. Deuxième étape, la période médiévale, oui, appelée encore le Moyen-Âge. C'était l'époque des Lumières. On réfléchissait, on écrasait pas les intellectuels comme nous on nous écrase, je le reconnais au Cameroun. Où on peut se lever un matin, on vous dit qu'on remet en cause tel ou tel enseignant, où on ne prend pas toujours en compte, à travers les centres de recherche, à travers les laboratoires, à travers l'action et l'engagement politique de ceux qui mènent la réflexion pour le régime. Malheureusement, il faut le reconnaître chez nous, et là, Stéphane va un peu, il doit être heureux, sur sa chaise, nous allons reconnaître qu'en Europe, il y a eu cette époque de réflexion qui a été très forte. Enfin, la troisième période a été l'époque contemporaine. L'époque qui a inspiré la mise en œuvre des grandes idées. À partir de là, chez nous, comparé à cela, effectivement, personne ne peut nier que, après la colonisation, puisqu'au départ, j'ai planté le décor en mettant en avant l'État africain post-colonial, et bien reconnaissant que c'est un État qui a quand même connu l'esclavage. C'était dur quand même. Hein. C'est un État qui a connu également la colonisation. Et ce sont des États qui, dans leur construction, subissent également des influences exogènes. Alors Stéphane ne peut pas se comporter comme si c'est tout simplement par un phénomène de hasard qu'on a retrouvé à la fois les partis uniques partout en Afrique. Et en même temps, parce que moi je ne crois pas aux générations spontanées, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, on a eu le pluralisme. C'est qu'il y a une double influence qu'il faut intégrer. Et je termine là-dessus. Oui. L'influence endogène, c'est vrai, et l'influence exogène. Alors, il y a Stéphane Akoa, le cas du Congo-Brazzaville, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, on va s'y attarder pour les minutes qui nous restent. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que des proches de Compaoré étaient partis, et c'est cette saignée-là qui avait été dès le départ l'une des raisons finalement de sa chute. Mais la configuration au Congo-Brazzaville, c'est pas très différent. On a quand même en face de Sassou Nguesso aujourd'hui, dans la situation actuelle, beaucoup de personnalités qui ont été hier avec lui. Mathias Djong, le général Jean-Marie Michel Mokoko, le fils Kolela, Jean-Pierre Tchati Mabiala, ils sont très nombreux. Est-ce que Sassou ne court pas là à sa perte dans la configuration actuelle? Vous me donnez combien de temps pour répondre? Parce que je regardais la montre pendant que Charlemagne parlait. Il a pris la parole à 21h27 pour 1 minute et il l'a libéré à 21h34. Là, il est 21h35 quand vous me posez la question et vous me demandez de répondre. Alors, combien de temps moi ai-je? Moi, je vous laisse parler. Prenez tout mon temps si vous voulez. Parce que moi, je vous laisserai parler. Je considère que dans les questions, dans l'analyse des questions relatives au pouvoir et aux contraintes liées à l'accession au pouvoir, parce qu'il faut bien effectivement aller en profondeur sur l'analyse dans l'analyse de tous ces éléments gênants. On a parlé tout à l'heure de la fraude en matière électorale. On peut aussi questionner la propension à la violence. Hein, cette discussion qui arrive à chaque fois que les résultats tombent, on n'est pas d'accord et on le manifeste de façon forte et on descend dans la rue, répression de l'armée, etc. Il faut aussi se poser la question du verrouillage des systèmes et de la façon dont aujourd'hui les systèmes fonctionnent. Et il faut quand même noter, et c'est un élément de politique comparée, que nous n'avons pas cessé de vouloir ou de subir, ça dépend de quel côté de la barrière on se trouve, des mécanismes autoritaires. Ailleurs, dans un système de débat ou de discussion, il y a des temps impartis, chacun respecte les temps. Ailleurs, dans les systèmes de discussion entre groupes qui ne sont pas forcément antagonistes, qui, par le mécanisme de la dialectique hegelienne, produisent non pas de la vérité ou de la certitude, mais au moins de la compréhension ou des friches, des champs vers lesquels on peut aller pour mieux prospérer, mieux envisager le futur. On a la possibilité éventuellement d'associer les parties prenantes à partir du moment où on estime que leur expertise est nécessaire, d'associer plusieurs parties prenantes à la construction d'un objet politique nationale cohérent et à la production de résultats pour le bien collectif. Ce sont
ce que certains appellent les gouvernements d'union nationale, même si ça se discute, ce sont des coalitions, des alliances ou des plateformes. Alors techniquement, je sais, il y a des formules juridiques qui distinguent ce qu'est une alliance, une plateforme, une coalition, mais ce sont des mécanismes organisés où l'adversaire d'hier peut devenir l'associé d'aujourd'hui et éventuellement redevenir demain un opposant ou en tout cas quelqu'un que l'on va contester, que l'on va évacuer du champ politique. Mais cela se fait dans une forme dialectique qui permet à l'ensemble national de prospérer. Ce que nous n'avons pas, nous, alors là, peut-être... Vous les opposants. Ce que nous n'avons pas, nous, en Afrique centrale... Ce que nous n'avons pas, nous, en Afrique centrale... Ce que nous n'avons pas, nous, en Afrique centrale, c'est justement cette façon d'aborder le pouvoir comme une chose qui peut éventuellement... nous appartenir, c'est nécessaire puisque nous l'avons gagné, mais éventuellement être concédé ou rétrocédé de façon provisoire, épisodique ou alternative à d'autres. Par exemple, les opposants ne sont pas reçus dans les capitales. Chez nous, en Afrique centrale, c'est un outil. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Parce que moi, j'écoute attentivement ça, mais si je me permets de répondre en une seconde, je réponds. Oui, Stéphane, on n'a pas entendu que Frunzi avait été reçu à Libreville. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette tolérance républicaine s'instaure. Il a fallu beaucoup de temps ailleurs pour qu'elle devienne un acte politique ordinaire. Et on doit constater, alors nous étions normalement supposés ne parler que de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, voilà, que par exemple au Gabon notamment, à l'exemple du Congo que vous avez cité dans votre question, il y a très souvent, quand on parle de contestation du système ou d'opposition au système majoritaire ou majeur, au sens où il y a une catégorie d'en haut et une catégorie d'en bas, donc majeur, mineur ou majoritaire, au sens où il y a une proportion plus importante d'un côté et une minorité, donc une proportion moins importante de l'autre côté, nous devons constater qu'en réalité, la dialectique se produit seulement à l'intérieur du système gouvernant. Voilà. C'est-à-dire que les querelles, éventuellement les ambitions et donc les oppositions, et parfois elles sont violentes et quelques-uns en sont victimes, notamment à travers la presse et des articles plutôt saignants les concernant, les oppositions sont vécues par des gens qui affichent le même étiquetage politique, et par ailleurs, quand effectivement l'autre opposition, celle qui politiquement se déclare comme telle, revendique des droits ou des avantages ou que sais-je encore. Et c'est une particularité parce que Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry notamment, les opposants sont des opposants. Ils sont parfois maltraités, et vous avez parlé d'Alpha Condé, des années qu'il a passées en prison. Ouattara n'a pas toujours été très bien traité. Mais ces opposants, quels qu'ils soient, aujourd'hui, ont finalité de vivre leur vie d'opposants, quitte à ce qu'ils restent éternellement opposants, mais l'exemple a montré. Vous reléguez voilà. Afrique centrale. Alors qu'en Afrique centrale, l'opposant de demain, ce sera peut-être en fait celui qu'aujourd'hui on voit appartenir au camp majoritaire, à la majorité présidentielle, soutenir haut et fort le président de la République, grand camarade, grand timonier, guide de la nation, et que demain peut-être finalement on trouvera celui-là déçu, maltraité par ses pairs, violenté dans ses ambitions légitimes d'ailleurs, puisqu'il est normal qu'un militant politique aspire à des mandats et à des fonctions, des fonctions importantes, et que c'est comme ça que naissent nos oppositions. On peut parler du Gabon, je l'espère, Charlemagne sera d'accord avec moi, où on voit qu'aujourd'hui, finalement, l'opposition, celle qui, au plan politique, est d'abord interne. Et voilà. Au PDG. Exactement. Et donc, ce sont des mécanismes. Je termine pour libérer la parole parce que ça fait 35 et 41. Il faut que je ne sois pas plus lent que l'autre. Je vous laisse même mon temps. Oui, bien sûr. Voilà, bon, alors, vous répondez, vous tiens à répondre à cette question sur le Congo-Brazzaville. Sur le Congo-Brazzaville, justement, pour dire rapidement, si c'est possible, oui, tout à fait. En moins d'une minute, je vous l'assure, que justement, là aujourd'hui, Sassou, ce qu'il vit, c'est d'abord la faillite d'un clan et l'effritement de certitudes autour de sa personne, beaucoup plus finalement que la capacité des autres, ses opposants historiques, légaux, légitimes, qui voudraient le renverser, en tout cas le faire chuter de son fauteuil. Oui. Bon, alors, sur ce point, avec votre permission, M. Lobo, Stéphane, je le rejoins à plus d'un point, notamment lorsqu'il
Ça me rassure. Il présente les caractéristiques des oppositions en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais je me méfie un peu de la Côte d'Ivoire parce que le cas ivoirien est un peu similaire au cas camerounais, puisque nous sommes en Afrique centrale. Parce que vous verrez que si cela est vrai en Guinée, je voudrais quand même dire que l'opposition en Guinée n'a pas flirté avec le pouvoir. Alpha Condé était un exilé, c'est quelqu'un qui a longtemps été dans l'opposition, il faut le dire à un moment donné, dite radicale en Guinée. Il était arrivé au pouvoir parce que il était un espoir, effectivement, pour la transformation de la Guinée. On ne peut pas nier aussi que... Mais l'opposition actuelle, professeur, a été au pouvoir, selon dans leur dialogue, Sidia Touré. Non, je parle de celui qui exerce oui, d'accord, dans ce cas. Ça veut dire que cette caractéristique n'est pas la même. Alors, quand je parle des similitudes avec le Cameroun, vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle, en sciences politiques, une espèce de transfuge. Oui. Transhumance. Non, je dis transfuge oui. Et effectivement également la transhumance, effectivement, qui s'est aussi faite. Parce que quand vous voyez à un moment donné l'alliance, le rassemblement des Ofotis, il est clairement établi que l'enjeu était effectivement entre ceux qui, à l'époque, étaient au grand PDCI. Le RDR, le PDCI actuel, RDA, Rassemblement démocratique africain, sont pratiquement les mêmes enfants. Tout à fait. Mais à côté, il faut reconnaître que l'enjeu dans l'opposition en Côte d'Ivoire est réellement une opposition aussi bipolarisée. C'est-à-dire qu'au départ, on a le FPI, c'est-à-dire le Front populaire ivoirien, qui a implosé en 3 parties, un courant représenté aujourd'hui par M. Mamadou Koulibaly, un autre courant représenté par Afi Guessa, et ceux qui sont restés, appelons-les les fondamentalistes du FPI, qui restent très attachés au président Gbagbo. Là, vous voyez que... Abdourahmane Sangaré, par exemple. Abdourahmane Sangaré. Et vous voyez que là, il faut reconnaître que là-bas, il y a une bipolarisation au sein de l'opposition et au sein de l'alliance au pouvoir. On ne peut pas nier que Konan Bani ou encore Amara Essi, historiquement, n'étaient pas proches, tous les deux, de Ouattara, puisqu'ils ont tous milité au PDCI. Ramenés au Cameroun. Et là, je rejoins totalement Stéphane parce que vous voyez que les oppositions en Afrique centrale ont pratiquement la même caractéristique parce que les opposants sont les produits du régime. Prenez le leader de l'opposition camerounais, M. John Fundi. C'est quelqu'un qui a été battu aux élections par Achidou Achou, président de la section de la Nizam, énervé, en bon tyran. Il a dit, bon, je vais créer mon parti. Ah bon? Mais, alors c'est pour vous dire que, et quand vous voyez bien, même s'il y a eu une bipolarisation au sein du parti à un moment donné, entre les aïdjoïstes, les néo-aïdjoïstes et les néo-aïdjoïstes, qu'on appelle aussi les biaïstes, dont je suis le chantre, je voudrais quand même vous rappeler que je suis coordonnateur du mouvement national des biaïstes, et à côté des fondamentalistes qui sont aussi restés et qui se sont ralliés à nous, on retrouve aussi des biaïstes comme Issa Chiroma, Bakary. On peut reconnaître qu'à un moment donné, le socle opposition-pouvoir, en termes idéologiques, quand on dit bien idéologique, parce qu'il faut peut-être définir un parti politique, c'est un rassemblement de personnes. En termes idéologiques, qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir. Et si nous restons sur le socle idéologique, vous verrez en fin de compte qu'il y a une très grande proximité entre le parti au pouvoir et la plupart des partis qui se trouvent dans l'opposition. Alors, phénomène de recomposition, vous disiez tout à l'heure en prenant l'espace politique ivoirien qu'il y avait cette transversalité, mais cette capacité aussi, cette possibilité que les uns et les autres se rejoignent, notamment dans le cadre du PDCI ou alors du Rassemblement des Ofotistes. Mais maintenant, quelles sont les capacités pour revenir au cas congolais? Qu'est-ce qu'il reste comme possibilité à Sassou Nguesso dans la situation actuelle? Le référendum, les résultats, on l'a bien vu, ça ne passe pas très bien. La France a essayé de dire qu'il avait le droit de consulter le peuple avant de faire machine arrière. Les États-Unis ne sont pas tout à fait d'accord. Et dans ces conditions, Sassou, qu'est-ce qu'il lui reste comme possibilité de recours? Alors, paradoxalement... À Stéphane? À Stéphane d'abord. Ah d'accord, je vous en prie. Merci Charlemagne. Non, je t'en prie, Stéphane. Merci Charlemagne. Paradoxalement, enfin, je vais essayer d'être ironique, mais une ironie justifiée et intellectuellement configurée. La chance de Sassou, elle se situe de l'autre côté du fleuve, à Kinshasa.
on va l'an prochain vivre du côté de ce géant, de ce mastodonte de l'Afrique centrale, des perturbations parce que Kabila veut lui aussi sa révision constitutionnelle. Kagame a été plus malin. Lui, ça y est, c'est passé, c'est bon, il est élu quasiment à vitam aeternam. Là, s'il y a des troubles, et c'est à prévoir parce qu'on constate dès aujourd'hui que les ex-Zaïrois congolais désormais ne veulent pas de ce changement, majoritairement eux aussi, avec aussi un éclatement du parti au pouvoir, la montée de Katoumi et tout ça. Tout à fait. On peut craindre que les puissances occidentales, ce que certains appellent la communauté internationale, ne se sentent pas capables de gérer deux crises, ou deux pays en crise, surtout deux pays voisins, et on va accepter une petite crise pour mieux juguler, ou en tout cas mieux pouvoir s'attaquer à une plus grosse. Donc peut-être la fenêtre d'opportunité qui s'ouvre aujourd'hui à Sassou, c'est de se dire qu'en 2016, les grandes nations et les parrains des systèmes politiques africains post-coloniaux auront beaucoup trop de choses à gérer avec la question de Boko Haram qui n'est toujours pas réglée, je parle de notre Afrique centrale, avec la crise centrafricaine qui doit s'éternise parce qu'on devrait arriver à la fin de la transition et là aussi avoir des élections, avec les questions burkinabé parce que là aussi il y a une transition qui doit s'achever et on doit passer à autre chose. Donc peut-être trop de fronts en même temps à assumer, à endiguer, et donc un arbitrage et quelque part en se disant Sassou Nguesso, meilleur ami des Occidentaux, le pétrole, un pays qui finalement est petit et n'est pas aussi gênant que ça dans les géopolitiques africaines, et notamment parce qu'il a toujours joué la carte de la médiation et depuis quelques années ce pays s'est affiché avec un leadership diplomatique, même sportif. Hein. Vous avez vu la récupération des jeunes Africains, par exemple, et ce n'est pas l'un des moindres tours de force que Sassou Nguesso a réussi. Je ne parle pas du plan culturel où aujourd'hui le Congo est l'emblème de l'Afrique centrale, du sport et de la culture, avec notamment le rassemblement de tous les écrivains du bassin du Congo dans un même mouvement financé abondamment par l'argent de Sassou Nguesso, et que peut-être quelque part il arrive à présenter un profil suffisamment présentable, acceptable, gérable, consensuel, peut-être pas, mais au moins, en tout cas, qui peut passer, quoique il y aura toujours des trublions et ceux qui notamment ne cessent d'agiter les questions relatives au bien mal acquis. Donc je pense que le chemin est étroit. Et il y a une contestation forte à Brazzaville et au-delà de Brazzaville, il y a eu des morts et on ne peut pas simplement passer sur ces épisodes-là sans se poser la question de savoir si c'est suffisant pour maintenir un homme au sommet, si l'addition des facteurs, des paramètres que j'ai énumérés suffit à maintenir cet homme-là au pouvoir. Après, il y a toujours l'éternelle question, et là je sais que Charlemagne va embrayer sur une rengaine bien connue, c'est qui est de dire, est-ce que si on fait partir celui-là, est-ce qu'on a une solution de rechange à la hauteur des enjeux, des intérêts, un individu capable de faire aussi bien, en tout cas moins mal, et tout ça. Et donc, malheureusement, c'est un problème. En 92, Sassou est parti, remplacé par Lissouba, et puis il est revenu en 97 au prix d'une guerre sanglante, avec le soutien de la France, ça on le sait. C'était pourquoi? Parce que Lissouba ne faisait pas l'affaire de la France, et on est dans la même configuration aujourd'hui. Il n'y a pas mieux que Sassou. Bon, il faut, et là, Stéphane et moi sommes totalement d'accord à l'analyse de l'évolution politique et du pouvoir au Congo. D'abord parce qu'il y a eu 3 Sassou Nguesso. N'oubliez pas que le problème du Congo est lié à une espèce d'antériorité systémique qui fit à l'époque de Sassou Nguesso un complice qui a été lui-même à l'origine de l'assassinat de Marien Ngouabi. Oui. Bon, alors vous voyez que dans cette historicité, il y a des rancœurs. On n'a pas réussi à penser certaines plaies. Marien Ngouabi du Sud. Hein. Du Sud. Voilà. Vous comprenez que... Bon, et là, il faut reconnaître que, à l'image de ce qui s'est passé effectivement en Côte d'Ivoire, bon, les Africains, ce sont nos coutumes, on n'oublie pas. Surtout quand le sang a coulé, Sassou I est apparu effectivement, même lors de son accession au pouvoir, comme celui qui a été au cœur de beaucoup de coups qui n'ont pas contribué à
rassembler les Congolais. Bon, Sassou II, d'abord, quand il s'en va, après la conférence, il faut lui dire, nationale, qu'il a voulu. Oui, tout à fait. Parce que lorsque il y a M. Milongo, d'un côté, qui était là, d'accord, et puis il y avait M. Lissouba, en fin de compte, M. Sassou réussit quand même l'exploit de revenir, mais avec une violence rare que les Congolais ne peuvent pas aussi oublier. Ah oui. Pour deux raisons. D'abord, s'il s'est rallié un homme du Nord comme le général Yombi Opango, oui, reconnaissons-le quelque part, qui lui aussi quelque part, permettez-moi l'expression de me répéter comme ça, a été un acteur, je dirais, de l'ombre des coups d'État qui ont entraîné Ngouabi. Il faut quand même reconnaître que cette accession au pouvoir de M. Sassou souffrait de ce que nous, en sciences politiques, nous appelons la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas légitimer un pouvoir issu de coup d'État. Alors, vous voyez que... Et puis, il y a eu les événements, tristes événements du Beach. Les disparus du Beach, on en fait toujours pas grand-chose aujourd'hui. Pendant. Voilà. Et il n'y a pas eu un processus de réconciliation, style commission vérité réconciliation, comme on l'a vu en Afrique du Sud. Et les Congolais, en fait, leur préoccupation, c'est pas le fait que ça reste ou qu'ils partent. À un moment donné, les Congolais veulent savoir ce qui s'est passé. Ils veulent, et vous savez que vous avez des familles qui, à ce jour, ne savent pas où sont passés leurs parents. Et puis, au-delà de cela, il y a aussi eu l'implosion de cette caserne militaire qui a entraîné les morts. Là encore, on a aussi parlé de quelques disparus. Donc, vous voyez que l'antériorité systémique du Congo est telle qu'aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir de M. Sassou qui pose problème, mais c'est ce que les Congolais ont dans le cœur. Les Congolais veulent, même quitte à se réconcilier avec le président Sassou Nguesso, reconnaître une espèce de vérité parce que en face, on nous dit les opposants. Mais est-ce qu'il est disposé à la réconciliation? Bien, alors, donc, il y a Sassou III. Oui. Sassou III, en réalité, qui arrive avec des grands projets, il a mis en place différents pôles, les pôles économiques, quand vous voyez très bien, et puis... la municipalisation, accélérée, je crois que c'est comme ça. Bon, oui, c'est exactement ça le terme approprié. Mais à côté, bon, alors là, je vais encore ramener au Cameroun. Bon, vous avez Christelle Sassou qui dirige la société pétrolière. Il y a un autre fils qui dirige... Bon, en fait, il y a une espèce de gestion familiale, néo-patrimonialiste du pouvoir, qui choque les Congolais. Vous n'avez pas vu Franck Biya occuper un poste ici au Cameroun. Et là encore, il y a un ras-le-bol parce qu'enfin, les Congolais veulent que le Congo soit à eux et non à une famille. Alors, tout ce cocktail réuni, on peut effectivement reconnaître que Sassou III engage la révision constitutionnelle qui reposait sur deux points importants. Premier point, l'âge limite pour se représenter qui était de 70 ans. Et puis, deuxième point important, la limitation du mandat qui était renouvelable une fois. Donc, à partir de là, il y a des griefs très graves, à la fois le coup d'État, l'affaire du Beach, de gestion patrimonialiste du pouvoir, qui fait que, effectivement, avec la secrétaire d'État français à la francophonie, Mme Jorlandin, on peut logiquement avoir peur qu'il y ait implosion au Congo pour ces faits. Voilà. On peut logiquement avoir peur. Oui, c'est pourquoi je pense qu'il est temps que le pouvoir congolais, qui est un pouvoir ami, se ressaisisse pour enfin ouvrir et apporter des garanties qu'une alternance, ou du moins les attentes du peuple peuvent se matérialiser. Et je crois que si M. Sassou ne s'engage pas vers cette voie, la voie de la conciliation, la voie de l'ouverture, et surtout la voie qui permet aux Congolais de comprendre ce qui s'est passé, on peut craindre qu'une autre guerre ressurgisse au Congo. Alors, il y a possibilité de réconciliation avec la posture de Sassou actuellement. Vous y croyez, Stéphane, à quoi? Je suis avec Charlemagne soucieux de l'alternance. Moi, je suis soucieux de l'alternance partout. Lui, il est soucieux de l'alternance ailleurs, pas au Cameroun. Les questions de clan et de famille, on a beaucoup d'héritiers putatifs et de fils cachés, en tout cas dont la fortune, elle n'est pas cachée d'un président ici. Donc, bon, on peut discuter de cela, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui... plus que la Côte d'Ivoire ou la Guinée-Conakry, le Congo est dans une impasse. J'ai énuméré ce qui pouvait rentrer dans la catégorie des plus dans le bilan de Sassou. Charlemagne a énuméré ce qui pouvait être dans la catégorie des moins. La difficulté aujourd'hui, c'est que finalement,
Et Sassou souffre peut-être de cela plus que ses deux homologues d'Afrique de l'Ouest. Ça fait une quarantaine d'années qu'il est au pouvoir, presque au pouvoir. Il reste malgré tout avec des petits tours ailleurs, mais il revient toujours au pouvoir. Voilà. Et ça finit par fatiguer. Ça fatigue les Congolais, ça fatigue y compris même ses plus fidèles soutiens. Et donc aujourd'hui, effectivement, là on arrive à une question essentielle, c'est que ces reconductions qui n'en finissent pas, ces mandats qu'on ne veut pas limiter, est-ce que ceux qui ne veulent pas qu'on limite leur mandat se posent la question de savoir s'il n'y a pas des citoyens, leurs concitoyens, qui voudraient voir un changement. Et que peut-être, demain, on va se poser la question éventuellement, mais on ne sait pas lire dans une boule de cristal. En tout cas, je reste un analyste à défaut d'être un bon opposant. On doit avoir la question... Un opposant intellectuel. On doit avoir... intellectuel. On doit avoir... Il est brillant, Stéphane. Merci Charlemagne, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et donc, aujourd'hui, on est effectivement en droit de savoir si pour Alpha Condé à Conakry ou Alassane Ouattara à Abidjan et à Yamoussoukro, il y aura à un moment la tentation du système qui n'en finit plus. Oui, voilà. Parce qu'ils ont été réélus, on le répète, grâce à leur performance. Ils ont dans leur clan, alors pour Condé c'est un peu moins évident à repérer, mais on le sait du côté d'Abidjan, les intentions de Guillaume Soro, Bakayoko, et Ouattara annonce là qu'il va réviser, il va retoucher la Constitution. Sur un point qui ne se rapporte pas au mandat, mais qui est tout à fait normal, c'est la question de l'ivoirité. Oui, l'article 35. Donc sa père est mère ivoirien. Mais Stéphane, en une seconde, même 30 secondes, et puis il faut ajouter un élément pour abonder dans le sens de Stéphane. Aujourd'hui, et je reste là au Congo, l'armée est divisée. Vous avez vu les positions du général Mokoko. Effectivement, on peut aussi avoir peur d'une implosion au sein de l'armée qui aujourd'hui ne fait plus l'unanimité autour du président Sassou Nguesso. Voilà, donc sur la Côte d'Ivoire et la Guinée, des bonnes performances économiques, ou en tout cas des perspectives de bonnes performances économiques, certes, mais un avenir politique, c'est-à-dire que M. Ouattara, économiste, technicien, va devoir faire de la politique l'an prochain, et Alpha Condé doit aussi se poser la question de savoir si il a été réélu, c'est bien, mais si le fait de rassembler d'abord les gens de sa région, un peu moins ceux des autres régions, ne constitue pas une faiblesse, donc il va falloir qu'il s'ouvre et que peut-être il discute avec Diallo et avec Touré, Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo. Et donc, effectivement, voilà, inclusif, avec effectivement aujourd'hui la question de savoir, bon, monsieur Sassou, ok, il a ses mandats disponibles le temps qu'il veut, il n'a plus le problème d'âge, sauf si la biologie s'impose à lui, mais pourquoi faire désormais? Parce qu'il ne pourra pas simplement dire, je suis là comme élément stabilisateur pour le Congo. Il est plus un problème qu'une solution alors. Il peut devenir très rapidement un problème très gênant, beaucoup plus qu'il ne l'imagine, ou il le sait certainement, mais beaucoup plus qu'il ne veut l'avouer en s'obstinant à rester au pouvoir. Mais je crois que, tout dans la poursuite de la logique de Stéphane, il faudrait aussi que, quelque part, le président soit rassuré. Parce qu'on a évoqué les événements du beach et quelques autres événements. Il pourrait être poursuivi. Vous savez que le problème aussi en Afrique, c'est que les chefs d'État n'ont pas de garantie d'immunité. Et le drame est que tous les chefs d'État, qui pour la plupart restent longtemps au pouvoir, effectivement, c'est parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et ça aussi, c'est une mauvaise culture, il faut la changer. Tout à fait. Alors, merci, professeur Charlemagne Messanga-Nyamding. Merci, Stéphane Akoua, d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons au terme de ces 90 minutes de débat qui étaient consacrés à la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Conakry et au Congo-Brazzaville, où des élections présidentielles se sont déroulées et un référendum. Nous avons débattu de toutes ces questions ici ce soir et je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour un autre thème de l'actualité. Madame, Monsieur, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Vivez la passion du football tous les lundis à partir de 20h45 sur Equinox Télévision.
100% foot, ce sont les résultats des matchs du week-end, le compte-rendu des derbies, les interviews exclusives, les nouvelles des footballeurs camerounais à l'étranger, le débat et l'analyse avec des invités de qualité. 100% foot sur Equinox Télévision. Lors du martyre d'Étienne, apparaît un personnage considérable pour l'histoire du christianisme, Paul. À en croire l'auteur des Actes des Apôtres, alors qu'il portait encore le nom de Saul, Paul ravageait l'Église et persécutait les disciples. Fait exceptionnel, le protagoniste du livre des Actes nous est aussi connu par ses propres lettres, écrites après sa conversion à la foi chrétienne. Je voudrais d'abord remarquer que nous avons plusieurs lettres, 7 lettres de Paul, qui sont certainement authentiques, et que c'est énorme. Il y a très peu de penseurs religieux de l'Antiquité qui nous aient laissé un tel message personnel. C'est d'abord une chose très remarquable. Je pense par exemple à son contemporain Yochanan ben Zakkai, le créateur du judaïsme rabbinique, dont nous ne savons pratiquement rien. Paul est un personnage encore très mystérieux aujourd'hui, du point de vue historico-religieux, en dehors du point de vue de l'exégèse, de l'interprétation de ses épîtres. C'est une grosse énigme. Son rôle dans l'histoire des premières générations chrétiennes n'est pas toujours très clair. Il y a des points très obscurs qu'on ne pourra éclaircir que lorsqu'on pourra voir exactement qui sont les amis et les collaborateurs de Paul, mais surtout qui sont ses ennemis, car les ennemis et les opposants de Paul, d'un point de vue historique, sont peut-être plus utiles pour comprendre quelle est la portée du message de Paul. Contre quelles idées, contre quels intérêts il s'est opposé en tant que missionnaire. Comme nous n'avons les lettres d'aucun des collègues avec qui il débattait, Paul prend une importance exagérée. Il y avait beaucoup d'autres missionnaires chrétiens dans la diaspora, en plus de Paul. On le sait parce qu'il discute avec eux. Paul, à quoi je pourrais le comparer? C'est comme si Paul irradiait trop de lumière, car il est surreprésenté dans le canon du Nouveau Testament, alors que le canon se veut l'image de ce qu'était le mouvement à l'origine. Paul est l'héritier d'une tradition helléniste. Paul est le vecteur de la mission de la chrétienté antiochienne. Paul donc est précédé. Ce que d'ailleurs l'auteur des Actes met bien en évidence. Paul n'est le vecteur que d'un courant de la chrétienté. Il y a le judéo-christianisme de Jérusalem, il y a la mission instaurée par Pierre, qui va précéder Paul à Antioche. Il y a le courant qu'on appelle le courant johannique, qui va se cristalliser dans le 4e évangile, puis dans les épîtres de Jean. Il y a ce fameux courant qui se cristallise dans une tradition de parole de Jésus, que vont recueillir les évangiles de Luc et de Matthieu. Bref, Paul fait partie de la grande constellation du christianisme à sa naissance, ou du moins du christianisme dans sa jeunesse. Il est le vecteur brillant de l'un des courants qui effectivement va devenir le courant majoritaire, emblématique de l'identité chrétienne, en particulier pour la chrétienté d'Occident, la chrétienté latine. Historiquement,
il ne faut pas exagérer le rôle de Paul. Je crois personnellement que pour la forme de christianisme que l'Occident a hérité, les hellénistes sont